pour l'année 2025. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Inch'Allah, on essaiera de faire une fois par semaine ou 2 semaines une formation. Inch'Allah. Donc, bienvenue pour les participants. On va faire, je ne sais pas comment ça va se passer, docteur. Est-ce qu'on termine les présentations, on fait une demi-heure de questions ou là, après chaque présentation, on déroule les questions, Je le débat? pense après chaque présentation, on prend les questions, c'est mieux. D'accord, on va faire ça. Après chaque présentation, on fera un quart d'heure de débat. Voilà, on va prendre les questions des... Ok, alors on commence. Donc, nous avons les besoins nutritionnels de la personne âgée. Ensuite, dans le même cours d'aider, la micronutrition, donc c'est toujours les besoins nutritionnels. Là, c'est 2 communications que je vais faire à la fois. Ensuite, je terminerai par l'équilibre nutritionnel. La micronutrition qui devait être faite par M. Benamor, mais comme il a un empêchement, il nous a laissé sa communication, on va la faire d'ailleurs. Après, il y a le travail qui va faire la nutrition et les pathologies neurodégénératives chez la personne âgée. Ouais. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Donc, je commence. Je devrais avoir alors, je pense que dans ce cas, on va commencer. Donc, les besoins nutritionnels chez la personne âgée, tout se résume sur une règle qui est bien manger pour bien vieillir. Donc là, vous savez tous que la population algérienne, elle est en train de la population algérienne des personnes âgées, elle augmente. Donc l'espérance de vie de nos Algériens, elle est passée de 66,9 en 1990 à 77,7 en 2018. Donc, on a un gain d'année, mais ce gain d'année, il faudrait qu'il soit aussi un gain d'autonomie physique et mentale. Et tout ça doit passer par un équilibre nutritionnel adéquat. Pourquoi parler de l'alimentation de la personne âgée? Parce qu'un bon équilibre nutritionnel chez la personne âgée va contribuer à limiter les pathologies liées au vieillissement et à maintenir l'autonomie. Il faut que cette personne âgée soit autonome. Elle ne doit pas être dépendante d'une tierce personne. Et contrairement à ce que l'on pense, la personne âgée a les mêmes besoins qu'un adulte jeune, des fois même plus. Donc là, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dénutrition, il y a de la sarcopénie, il y a des pathologies chroniques associées chez cette personne âgée, ce qui fait qu'il y a besoin de beaucoup de nutriments. Donc, s'intéresser à la nutrition de cette personne est un passage obligatoire pour promouvoir la santé de la personne âgée dans notre population. Je passerai rapidement pour vous dire que la personne âgée, il y a plusieurs catégories. Enfin, il y a 3 catégories.
Donc, la première catégorie, c'est les personnes âgées actives, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont âgées, elles sont en bon état, elles sont en état général. Il n'y a pas de risque de dénutrition ou risque de malnutrition chez ces personnes. C'est des personnes en bon état qui doivent se servir bidon, ils vont manger par leurs propres mains. Il y a des personnes âgées fragiles ou en cours de fragilisation, c'est des personnes qui ont plusieurs pathologies chroniques, mais qui restent stables sur le plan médical. Et là, c'est des malades aussi qui restent autonomes. Il y a un risque de dénutrition chez eux, mais qui est d'ordre de 25%. Par contre, il y a des personnes âgées malades qui ont perdu leur autonomie. C'est là où le problème se pose. Parce qu'une personne qui a perdu son autonomie, c'est une personne qui ne va pas pouvoir manger comme elle veut. Elle va être dépendante d'une tierce personne. Il faut toujours quelqu'un pour la servir. Vous savez très bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quels sont nos objectifs? Donc là, nos objectifs, on va essayer de voir en quoi la nutrition de la personne âgée diffère de la nutrition d'un adulte jeune. Il y a beaucoup de gens qui me disent que la personne âgée n'a pas besoin de manger parce qu'elle ne fait pas d'efforts, elle ne fait pas d'activité physique, parce que l'adulte, il a beaucoup à faire et la personne âgée, non. Vous allez voir que non. On va essayer de savoir comment répartir aussi les besoins de la personne âgée en fonction des changements métaboliques. Quels sont ces changements métaboliques? C'est des changements liés au vieillissement. Vous savez, plus on prend de l'âge, plus il y a des modifications de notre corps. La première modification, c'est qu'il y a une modification du goût. On perd du goût. Le goût à la personne âgée, il diminue. C'est-à-dire la personne âgée qui prenait une tasse de café il y a 20 ans et qui utilisait une cuillère à café de sucre, avec l'âge, cette cuillère à café, elle va doubler ou elle va tripler. Il y a, comme vous le savez tous, des modifications de l'appareil masticateur. Il y a la majorité de personnes âgées, elles sont édentées ou là, elles ont des problèmes de dents. Donc, il faudrait modifier l'alimentation dans ce sens. Il y a une atrophie des glandes salivaires. Qui dit atrophie des glandes salivaires, c'est les glandes qui nous donnent de la salive au niveau de la bouche. La salive, elle sert, entre autres, à réhydrater la bouche. Et cette salive, elle aide à mastiquer. La salive, elle aide la personne avec parce que il faut humidifier, il faut ramollir, c'est-à-dire la salive elle aide à ramollir ces aliments. Il y a une baisse des sécrétions acides et des sécrétions enzymatiques digestives. Qui dit des baisses des sécrétions, on va voir tout à l'heure dans la micronutrition qu'il y a certains micro-aliments qui sont absorbés au niveau de l'estomac. Et quand il y a cette baisse de la sécrétion acide, cette absorption va être altérée, c'est-à-dire qu'il ne va pas absorber tout ce qu'il mange. L'odorat, avec l'âge, on perd de l'odorat. L'odorat, elle stimule l'appétit. Donc, quand on passe devant quelqu'un qui cuisine, ça stimule l'appétit de la personne. Mais quand on n'a pas cette odorat, elle diminue. Donc, tout ça font qu'il faut une vigilance supplémentaire pour adapter les besoins et les habitudes alimentaires de cette personne âgée. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette présentation. Il y a aussi des modifications métaboliques. Vous connaissez tous le métabolisme de base, donc c'est le nombre de calories qu'il faut au repos, sans aucun effort. Ce métabolisme de base, il diminue avec l'âge. Il y a une modification de la composition corporelle, il y a une baisse de la masse maigre, il y a une modification de sécrétion d'insuline, il y a une insulinorésistance. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de diabète type 2 chez la personne âgée. Il y a une perte de l'efficacité de l'absorption digestive qui m'a commencé là, notamment pour le calcium. Donc, il y a des facteurs de désordre nutritionnel, il y a une éventuelle pauvreté due à la baisse des revenus. Vous savez qu'une personne âgée, elle ne travaille plus, il y a juste sa retraite, donc c'est peu quand même
vous allez voir que ce qu'on va proposer comme alimentation, c'est assez riche. Il y a un isolement social. Maintenant, ce n'est plus comme avant. Les personnes âgées, ils travaillent à la fin de leur vie. Ce n'est plus la grande famille avec où il y a les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Maintenant, tout le monde veut être seul. Donc, les sujets âgés se retrouvent seuls. Il y a une méconnaissance des besoins alimentaires. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire un bilan nutritionnel chez une personne âgée. Il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de syndromes dépressifs, ce qui fait que quand une personne dépressive, c'est une personne qui ne mange pas bien. Il y a beaucoup de médicaments chez la personne âgée. Ces médicaments influent sur l'appétit, modifient le goût de certains aliments. Donc, il y a beaucoup de médicaments, il y a un nombre excessif. Surtout, ils sont tous pris au début du repas, ce qui fait que le repas, l'appétit est modifié, le goût est modifié, il y a un effet émétisant. C'est-à-dire il y a certains médicaments qui font vomir, donc qui donnent des nausées, donc la personne ne mange pas bien. Pour ça qu'il faut rester vigilant par rapport à la nutrition de la personne âgée. C'est difficile de préparer correct des repas d'une personne. Il faut favoriser l'autonomie, il faut essayer d'évaluer correctement les besoins nutritionnels et ça, c'est pas toujours facile. Donc, les régimes restrictifs, le gras, tout ça font que et il y a c'est des pratiques qui vont vers une dénutrition de la personne âgée. Donc, si on arrive aux besoins et recommandations, sachez que, là, donc vous connaissez tous l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Chez la personne âgée, l'IMC recommandé, c'est entre 22 et 30. Donc, il faut aller vers un IMC supérieur à 22 et inférieur à 30. Il ne faut pas avoir des personnes obèses et il ne faut pas avoir aussi des personnes très maigres, très dénutries. Le métabolisme de base, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est la dépense énergétique au repos, il diminue avec l'âge. Sachez qu'entre 60 et 75 ans, le nombre de calories au repos pour un homme, c'est environ 1600. Et pour la femme, c'est vers les 1300. Le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique au repos et se calcule selon plusieurs formules. Je vous ai donné 2 formules là, mais maintenant, on a des applications qui calculent le métabolisme de base rapidement. Les dépenses énergétiques, elles sont identiques, voire même supérieures à celles de l'adulte jeune. Elles sont entre 20 et 30%. Elles sont augmentées de 20 à 30% par rapport à un adulte jeune. Donc, ces apports énergétiques ne doivent pas être inférieurs à 35 kilocalories par kilo par jour. Les besoins énergétiques chez l'homme de plus de 65 ans, c'est aux alentours de 2300 kilocalories par jour. Et chez la femme, c'est 1800 kilocalories par jour. Je commence par les besoins donc des nutriments imparables. Je commence toujours par l'eau. Pourquoi? Parce que c'est très important chez la personne âgée. Sachez que chez la personne âgée, il y a un risque important de déshydratation. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution physiologique de la sensation de soif. Les personnes âgées n'ont pas soif. Si vous attendez à ce qu'ils aient soif pour leur donner à boire, c'est trop tard. Une fois que la personne ressent la sensation de soif, elle est déjà déshydratée. Il y a des troubles de la déglutition, entraînant une crainte de boire. Il y a une idée faussée qui circule que quand on a des troubles de la déglutition, on préfère donner tout ce qui est liquide. Ce n'est pas toujours juste, parce que des fois, quand on donne ce qui est liquide, il y a un risque de fausse route. Donc, quand le malade fait des fausses routes, il ne boit pas. Là, il faudrait le surveiller. Il y a une perte d'appétit
qui dit hyperdiabétique. Donc, il y a une diminution de l'eau apportée par certains aliments. Et il y a certains fruits et légumes qui sont très riches en eau. Donc, ils apportent une quantité quand même importante d'eau. Si on ne les prend pas, on supprime déjà un bon pourcentage d'eau. Il y a une prise excessive de certains médicaments, notamment les diurétiques et les laxatifs. Les diurétiques, comme le Lasélix, qui est un médicament qui entraîne une perte d'eau. Les laxatifs, c'est ce qu'on donne pour les constipations. Donc, c'est des médicaments qui vont lutter contre la constipation, mais quand on lutte contre la faim, on peut provoquer une diarrhée. Avec la diarrhée, il y a une perte d'eau. Il y a une crainte de l'incontinence. C'est des malades, c'est des personnes qui ne se retiennent pas, donc pour ne pas aller trop aux toilettes, j'évite de boire. Et puis en dernier, quand on perd l'autonomie, il y a une perte d'accès aux besoins en cas de dépendance physique et de troubles cognitifs. Le manque d'apport hydrique, il peut être à l'origine d'infections urinaires, de lithiase urinaire, de constipation. Donc, tout ça fait qu'on doit assurer en moyenne 1,5 litre d'eau par jour de boisson. Je me déshydrater. Donc, il y a la quantité d'eau chez la personne. Normalement, c'est 36 cc par kilo par jour. Moi, je donne généralement 1,5 litre parce que le reste, on peut l'avoir les légumes, les tisanes, les soupes. Mais la moyenne de 1,5 litre est obligatoire chez la personne. Il faut savoir augmenter ses apports hydriques en cas de température élevée, de fièvre, en cas de vomissement, en cas de diarrhée. Là, il faut toujours augmenter au moins d'un demi-litre. Oui, on passe aux protéines. Donc, les besoins en protéines pour maintenir la masse maigre et lutter contre la sarcopénie, c'est la perte de muscles. Quand on prend de l'âge, on remarque que la personne âgée, elle perd beaucoup de muscles. C'est pour ça qu'il faut donner beaucoup de protéines pour récupérer ces muscles qu'on perd. Donc, les besoins en protéines chez la personne âgée, ils sont de 15% de l'apport énergétique total. AET, c'est l'apport énergétique total. En grammes, c'est en moyenne 1 gramme par kilo par jour. On peut aller même jusqu'à 1,5 gramme. Alors que chez l'adulte jeune, les besoins en protéines, c'est entre 0,7 à 0,8 grammes par kilo par jour. Vous voyez que la personne âgée a besoin de plus de protéines que l'adulte jeune. Et il faut favoriser les protéines animales, les protéines végétales. Elles sont plus intéressantes et plus digestes. Les besoins en lipides sont identiques à l'adulte jeune. Ils sont de 35 à 40% de l'apport énergétique total. Il faut favoriser les acides gras indispensables, donc les oméga 3 par rapport aux autres. Ensuite, vous avez les besoins en glucides qui sont aussi identiques à l'adulte jeune. Ils sont de 45 à 50% de l'apport énergétique total. Les produits sucrés entre 10 à 15% quand le malade n'est pas diabétique. Avec l'âge, il y a des troubles de la régulation glycémique qui donnent des hyperglycémies postprandiales. Il y a une résistance périphérique à l'insuline. Il y a aussi des hypoglycémies en cas de jeûne prolongé quand on fait des repas très espacés. Donc, pour y remédier à tout ça, il faut essayer d'avoir un rythme alimentaire régulier. Il faut éviter de consommer des produits sucrés comme ça, un indice glycémique élevé isolément. Même quand on a envie de consommer des produits sucrés, il faut les prendre avec le repas. Il faut avoir des repas espacés d'une manière stable,
pas très espacés et pas trop rapprochés pour avoir, parce que quand on mange, il y a une sécrétion d'insuline. Donc, si on mange, il y a une sécrétion d'insuline. Si on ne mange pas, il n'y a pas de sécrétion. Là, on ne va pas épuiser notre pancréas quand on a des repas espacés d'une manière stable et régulière. Donc, on a le moment T où il y a une sécrétion d'insuline. Après, il y a un équilibre. Les besoins en fibres, c'est très important, les fibres dans l'alimentation de la personne âgée. Les fibres, c'est 25 à 30 grammes par jour. Il y a des fibres solubles, il y a des fibres insolubles. Les fibres solubles, c'est ce qu'on donne en cas de diarrhée, et les fibres insolubles, on les donne en cas de constipation. Les fibres solubles, c'est les fibres qui, une fois en contact de l'eau, reste déçu. Donc, quand il y a de la diarrhée, vous donnez des aliments et il y a des fibres solubles, ils vont se dissoudre dans les sels qui sont en liquide et ils vont se ramollir. Dans la constipation, il faut des fibres insolubles. Donc, tout ça, c'est dans les fruits et légumes que je vous ai mis là sur les... Ça, donc, c'était pour les besoins de la macronutrition, glucides, lipides, protéines ou des fibres. On passe à la micronutrition, qui devait être faite par M. Benana, mais bon, et il n'a pas pu faire. Là, la micronutrition, c'est les besoins en micronutriments. Micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, tout ce qui est oligo-éléments et tout ce qui est minéraux. Ces aliments, ils sont apportés par l'alimentation par votre assiette. Il y a des moments où on est appelé à utiliser des compléments alimentaires. On va voir donc les besoins en minéraux. Donc, je vous ai tout à l'heure dit qu'il y a des altérations de l'appétit et du goût, il y a des difficultés à la mastication, il y a de la polymédication, tout ça va interférer avec l'absorption de nombreux minéraux. Donc là, il y a un risque important de déficit minéral avec l'âge. Donc, il faudrait essayer d'apporter tout ça dans une alimentation équilibrée. On va voir, à tout seigneur, tout honneur, le calcium. Nous commençons toujours par le calcium parce qu'il y a une diminution d'absorption intestinale du calcium. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une diminution de la sécrétion enzymatique digestive et de l'acidité de l'estomac, ce qui fait que le calcium, quand il est prêt, il n'est pas bien absorbé. Là, les recommandations, donc c'est 950 mg pour lutter contre l'ostéoporose, parce qu'il y a un risque de fracture, surtout en cas de chute. Donc, pour apporter des besoins, il faut majorer les apports alimentaires en produits riches en calcium. Vous avez les produits laitiers. Donc, 2 à 3 portions de produits laitiers par jour suffisent pour couvrir les 2/3 des recommandations. Ensuite, on pourrait aussi rajouter une consommation suffisante de certains végétaux et féculents, notamment les légumes verts, les oléagineux. Le magnésium, il a une action mieux relaxante, il régule la motricité intestinale. Les recommandations aussi sont de 420 à 360 mg chez la femme. On le retrouve dans les céréales complètes, dans les fruits secs, dans les grains, dans les cacao, dans les crustacés. Donc là, il y a aussi certaines eaux minérales qui sont riches en magnésium. On ne les retrouve pas toujours chez nous. Mais si on arrive à donner des céréales complètes et des fruits secs, même chez on les donne les fer, donc les recommandations, c'est entre 11 mg par jour. Normalement, une alimentation saine et équilibrée apporte suffisamment de fer pour la personne âgée. Maintenant, s'il y a un déficit en fer, il faudrait explorer, il faudrait voir s'il n'y a pas quelque chose qui est sain. Sinon, les aliments riches en fer, il y a le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique, c'est ce qu'on trouve dans les viandes rouges, les produits, les abats, les volets, et les fers non héminiques, c'est les céréales complètes, c'est les fruits.
Le sodium, donc ce qui est recommandé par l'OMS, c'est 4 grammes de sel par jour, mais il faudrait pas aller au-dessous de 2 grammes. Il faudrait par contre éviter l'utilisation de sel de cuisine et de sel de table. Il faudrait pas réduire d'une manière excessive le sel. Même s'il y a une hypertension artérielle, c'est un régime demi-salé, c'est pas un régime sans sel. Le sel, ça améliore le goût, donc on ne peut pas le supprimer complètement. Par contre, il faut faire attention à ce qui conserve, la cuisine de commerce, les fromages persillés, les pains en grande quantité. Ça, mais il ne faudrait pas supprimer le sodium. Le potassium, il faut le favoriser par rapport au sodium, surtout. Donc, ce qui est recommandé, c'est 3,5 grammes à 4 grammes de potassium par jour. On le retrouve suffisamment dans les légumes et dans les fruits frais. Le potassium, il a une action bénéfique sur la tension artérielle, donc on le favorise par rapport au sodium. Voilà. Vous avez également le zinc, l'iode, le sélénium, le zinc. Il a donc un intérêt important dans l'amélioration de l'immunité. Il a des propriétés cicatrisantes. Les besoins journaliers, ils sont minimes. Pour l'iode, donc, on a suffisamment dans notre sel, le sel iodé, mais il y a des aliments riches en iode qui mêlent le chou, le chou-fleur, tout ça, c'est riche en iode. Le sélénium, c'est un antioxydant par excellence. Il a un rôle très important dans l'immunité. Et on le retrouve dans les céréales complètes et dans les poissons. Les vitamines, donc les besoins en vitamines chez la personne âgée, reste comme celui de l'adulte jeune. On a besoin de quantités très, très, très fines. Donc, c'est des quantités infinitésimales. Sachez que les réserves hépatiques en vitamine A, elles augmentent avec l'âge. Et donc, il faut faire attention aux hypervitaminoses. Ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez une personne âgée fatiguée ou là qui se plaint, vous allez la bombarder de complexes multivitaminés. Non, ça ne sert à rien du tout. Donc, une alimentation saine et équilibrée va apporter suffisamment de vitamines. Vous avez la vitamine D dont on parle beaucoup ces dernières années. Il y a beaucoup de déficits parce qu'il y a un manque dans son aliment, parce qu'il y a une diversification alimentaire qui n'est pas très... Là, vous pouvez essayer d'enrichir l'alimentation par des aliments riches en vitamine D, notamment le poisson, mais comme c'est cher et tout, là, on peut apporter des compléments alimentaires, donc on peut conseiller des compléments alimentaires en vitamine D, une cure une fois par an est bienvenue. La vitamine K, donc les recommandations, c'est soit à peu près 80 microgrammes par jour. Donc, une alimentation variée et diversifiée permet facilement d'assurer la couverture en vitamine K. Les aliments riches en vitamine K, c'est tout ce qui est légumes verts. Le brocoli, les épinards, le chou, c'est riche en vitamine K. La vitamine E et la vitamine C, on en parle beaucoup aussi ces dernières années. La vitamine E, elle est incriminée dans les réponses immunologiques, dans le stress oxydatif. Elle permet une diminution du risque cardiovasculaire et elle a un effet protecteur contre certains cancers. Elle permet aussi de conserver de bonnes fonctions amnésiques et prévient des pathologies dégénératives. Voilà donc certains aliments qui sont riches en vitamine C. Vous voyez que vous avez le poivron rouge et le poivron vert, ils sont beaucoup plus riches en vitamine C que les oranges et le citron. Vous avez le brocoli aussi, les radis noirs qui ne sont pas très fréquents chez nous, mais bon, les épinards, le chou-fleur, tout ça, c'est riche en vitamine C. Donc, on ne peut pas rester figé uniquement sur les oranges et le citron. La vitamine E. La vitamine C, on l'utilise ces dernières années aussi en des doses importantes dans certains
cancer, mais ça reste des études. La vitamine E, elle est retrouvée dans les huiles végétales, notamment l'huile de tournesol, l'huile d'olive, où on utilise beaucoup. La vitamine B, donc B6 et B9, elles ont un intérêt dans les fonctions immunitaires et cognitives. On les retrouve dans les aliments riches en acide folique, les légumes feuilles, le melon, la fraise, les œufs, les légumes secs. En ce qui concerne les autres vitamines du groupe B, une alimentation équilibrée couvre facilement les recommandations. Donc ça, c'était pour la micronutrition. Normalement, il y a encore la vitamine B12. Alors, pour la vitamine B12, c'est pratiquement la seule vitamine dont l'absorption est inadéquate à cause du manque de l'acidité gastrique. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un manque de l'acidité gastrique avec l'âge, il y a une diminution de l'acidité gastrique. Donc ça entraîne une malabsorption de la vitamine B12, ce qui pourrait donner une anémie par carence en vitamine B12. Donc là, il faudrait penser à donner une alimentation riche en vitamine B12. Et quand on a une anémie, il faudrait la corriger et il faudrait donner de la vitamine B12 en complément alimentaire. Les aliments riches en vitamine B12, c'est ce qu'il y a sur la photo, donc ce qui est fromage, ce qui est poisson, ce qui est viande. C'est assez cher quand même. Donc, si on arrive à donner certains conseils hygiéno-diététiques à nos personnes âgées, ou bien au personnel qui s'occupe de la personne âgée, il faudrait déjà surveiller l'état bucco-dentaire. Il faut des soins dentaires réguliers, il faut un maintien d'une hygiène dentaire pour que la personne puisse manger. Il faut dépister la dénutrition. Et ce n'est pas normal qu'une personne âgée perde du poids. Il faudrait qu'il y ait un poids stable. Si on voit qu'il y a une perte de poids, c'est-à-dire que c'est une personne qui risque de se dénutrir, il faut bien adapter l'alimentation en fonction du mode de vie de chaque individu. On ne peut rien imposer à une personne âgée, surtout pas à une personne âgée, parce qu'ils ne vont pas vous suivre, même si vous leur dites qu'il faut manger ceci et cela. S'il n'a pas, il ne va pas manger. Il faut surtout aussi lutter contre l'isolement social, parce qu'il faudrait faire du repas un moment de partage et un moment de convivialité pour que la personne âgée se sente bien, donc elle va manger. Il faut diversifier et varier l'alimentation. Il ne faut pas donner tous les jours la même chose. Même si c'est bon, il ne va pas vouloir manger. Si vous donnez la même chose tous les jours, il va finir par en avoir marre. Il faudrait aussi, de temps à autre, il faudrait discuter l'ordonnance des médicaments. Donc, adressez-vous au médecin qui s'occupe de cette personne âgée. Dites-lui, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de garder tous ces médicaments? Peut-être qu'on pourrait éliminer quelques-uns. Il faudrait essayer de garder une activité physique parce qu'une activité physique légère, elle entretient la faim. Quand il a faim, il va manger. Elle favorise le maintien de la masse musculaire. Elle réduit la sensation de fatigue et elle améliore la qualité de vie. Bien sûr, c'est une activité physique à adapter selon l'état de votre patient. Ça, c'est mes coordonnées, c'est mon mail et mon numéro de téléphone. Si on arrive à maintenir donc un bon équilibre nutritionnel, à apporter une nutrition, on pourrait prolonger l'autonomie, on pourrait réduire le risque de chute, on pourrait augmenter l'estime de soi et on va faire des personnes âgées, des personnes qui peuvent faire pleinement partie de la société et diminuer l'isolement social. Et je vous remercie. Je termine toujours par cette image. Donc ça, c'est la reine Elisabeth. Et l'autre, c'est une grand-mère de la famille. On pourrait faire de nos grands-mères des reines à vie, si on arrive à s'occuper de leur alimentation.
Je vous remercie. Je termine donc avec ces besoins nutritionnels et la micronutrition. Si vous avez des questions, je vous écoute ou bien vous allez les écrire là. Je vous donne un petit quart d'heure avant de passer à l'équilibre nutrition. Voilà, à l'équilibre nutrition. Faites-moi signe si vous avez des questions. Je ne sais pas si... Allô? Mais je suis je n'ai pas trouvé. Le chat, je ne trouve pas. Alors, salam, d'accord, d'accord. Alors, attendez, là, je suis en train de... Docteur, Oui. alors les questions, je pense sur le chat. J'ai laissé un message. Je ne sais pas, est-ce que chapeau Kamel, les intervenants, si vous avez des questions, les sur la colonne chat, comme ça, docteur Rigoulana va vous répondre. Amkain. Voilà. Il commence à laisser des questions. Je suis en train de voir. Alors, l'absorption de la vitamine D chez une personne avec un taux de 10 qui présente des lithiases calciques et un taux de calcium à 930. Donc là, on peut supplémenter avec la vitamine. Le calcium, il est bon. Alors, on peut supplémenter uniquement avec de la vitamine D. On n'a pas besoin de rajouter du calcium. Maintenant, s'il y a de lithiase, c'est plutôt, il faut agir sur la calcémie. Ça, il faudrait confier le malade pour le traitement de ce lithiase. La vitamine D, on peut donner des ampoules de vitamine D. Le taux, il est à 10, donc il est très bas. On peut donner une ampoule chaque 15 jours pendant 2 à 3 mois. Ensuite, alors l'ampoule de la vitamine D, elle est prise non à jeun. On la prend après le repas, de préférence après un repas bien copieux ou bien après un repas et on rajoute une petite cuillère d'huile d'olive juste après. Pourquoi? Parce que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Donc, elle est absorbée dans un milieu huileux. J'espère que j'ai répondu au simultané. On va voir. C'est très intéressant. Merci. لماذا الإحساس بالجوع ناقص جدا عند المسنين؟ Parce que c'est des personnes âgées, généralement, elles sont déprimées. Ce qu'on ne fait pas attention à la personne âgée, que quand on la laisse seule
يقعدوا قاعدين وحدهم ils se sentent inutiles ils vont déprimer quand ils dépriment il y a la perte de l'appétit puis il n'y a pas le goût et des fois on fait l'effort pour cuisiner pour un nouveau-né un nourrisson un petit enfant كي نعاودوا نربيو فيهم نديروا des efforts نديروا لهم des petits suisses نديروا des légumes نديروا des compotes on devrait avoir les mêmes réflexes avec la personne âgée. Donc, la personne âgée qui te une assiette qui n'est pas très jolie, ça serait bien, même quand il a des troubles de la déglutition, il ne faudrait pas terhir كل شيء على ضربة. Donc, terhir les légumes وحدهم, la viande وحدها, les fruits وحدو, et ça donne une assiette avec des couleurs, ça stimule l'appétit de la personne âgée. كيف يمكن تصحيحه pour la personne âgée, insuffisance rénale modérée à sévère non dialysée pour les protéines. Alors, l'insuffisance rénale, c'est un autre, si vous voulez que je vous fasse ça, je peux vous faire un autre jour, mais l'insuffisance rénale et les protéines, sachez une chose, l'insuffisance rénale n'exige pas un régime pauvre en protéines, au contraire, s'il y a une pathologie qui nécessite des protéines, c'est bien l'insuffisance rénale. Mais il faudrait savoir comment les donner en fonction de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, elle est modérée, elle est sévère, elle est dialysée, elle est non dialysée, elle est à duresse conservée ou pas. Tout ça, alors une insuffisance rénale dialysée, elle nécessite 2 grammes par kilo par jour de protéines, c'est-à-dire le double de ce qu'on a dit, il y a 1 gramme. Donc, l'insuffisance rénale, c'est à part. Il ne faudrait pas... Ce que je vous ai donné là, c'est pour une personne âgée qui n'a pas d'insuffisance rénale, qui n'a pas de tare très sévère, de pathologie très sévère. L'insuffisance rénale, c'est un chapitre à part. Je pourrais vous le faire quand vous voulez. Comment corriger le manque de vitamine D? Je vous ai dit, soit vous donnez une alimentation, c'est une prévention de vitamine D très importante, il faut apporter des compléments alimentaires. Donc, il faut corriger ça par de la vitamine D commerciale, ou bien vous pouvez donner une alimentation riche en vitamine D. كبار سن ما يسعفوش يبغوا ياكلوا كيما موالفين. Eh bien oui, il a le droit. ياكل كيما موالف. On peut utiliser la formule de Harris-Bennet pour calculer, pour calculer le besoin alimentaire. C'est pour calculer le métabolisme de base. Quand vous calculez le métabolisme de base, c'est sur ce métabolisme-là que vous allez faire vous avez le métabolisme de base, vous allez calculer les rations en fonction de ce métabolisme. Là, je ne comprends pas la relation entre B12 et la sédation. Je sais quoi la sédation? Ou l'acidité. Parce que la vitamine B12, elle est absorbée au niveau du duodénum. Il y a le facteur intrinsèque qui intervient au niveau de l'estomac. Quelles sont les conséquences d'une dénutrition chez la personne âgée? Oui, la dénutrition chez la personne âgée, elle est je dirais très grave, parce que l'idéal, c'est d'essayer d'éviter la dénutrition chez la personne âgée. Parce que si vous arrivez à la dénutrition, c'est difficile de la corriger. La dénutrition chez la personne âgée, c'est l'altération de l'état général, la mauvaise cicatrisation, les risques infectieux, le risque d'insuffisance rénale et tout ça. Dû à la dénutrition. Est-ce que le collagène joue un rôle? Un rôle, oui. En quoi? Comment corriger le manque de vitamine B12? Le manque de vitamine B12. Donc, vous avez l'alimentation. Quand vous avez un déficit en B12 important et qu'il y a une anémie, il faut supplémenter par des ampoules de vitamine B12 en injectable. Bon, la vitamine D augmente l'absorption du calcium et ça aggrave sa lithiase. Déjà, il faut savoir pourquoi il fait une lithiase. Est-ce que c'est dû à une hypercalcémie ou pas?
S'il y a une lithiase, il faut traiter d'abord la lithiase avant de corriger la vitamine, de donner de la vitamine D. Pour les sérotiques, comment faire la répartition glucidique, lipidique, protéines? La même chose. Il n'y a pas de... Même pour les sérotiques, il faut donner les mêmes portions. La diminution de l'albuminémie, comment la corriger? L'albumine, il faut la corriger en hospitalisant le malade et en le supplémentant avec de l'albumine à usage hospitalier. ما هو الغذاء الصحي لكبير السن عند الاكتئاب؟ Les sucres, les produits, bon, je plaisante. La dépression, il faudrait d'abord traiter ça comme étant un syndrome dépressif. Il faut traiter, il faut faire appel à un spécialiste, à un psychiatre ou à un neuropsychiatre. Il y a c'est une alimentation, il y a une alimentation équilibrée. Il n'y a pas une alimentation spéciale اكتئاب. Bon, les produits sucrés, le chocolat, les bonbons améliorent un petit peu الاكتئاب هذا. Alors, نقص فيتامين دي يصحح بجرعات أو شهرية. إذا كانت شهرية فهذا يعني أن توجد مدخرات فيتامين دي في الجسم. Alors, la vitamine D, vous pouvez la corriger quand vous voulez, soit journalière, soit d'une manière, j'allais dire شهرية كما mais ça c'est vous adressez votre malade à un médecin. Que faire s'il y a un refus de manger? S'il y a un refus de manger, il faut voir pourquoi il y a un refus de manger. Est-ce que c'est psychologique ou bien c'est organique? Si c'est organique, il faut traiter la cause. Si c'est psychologique, il faut confier votre malade à un psychologue. On fait une journée sur ça et un suivi avec plaisir, mais vous voyez avec vos organisateurs. Quelles sont les solutions pour les sujets âgés qui ont des problèmes d'altération de goût? Et quand il y a des problèmes d'altération de goût, donc il faut faire attention à leur alimentation. Il faudrait شوية قاقر بزيادة, un peu d'herbe aromatique, un peu de citron. Il faut toujours trouver des astuces pour relever le goût à l'alimentation. Le gavage, non, le gavage, là, c'est dépassé. Le gavage, alors, donc c'est soit la sonde nasogastrique, c'est soit la jéjunostomie d'alimentation. La sonde nasogastrique, l'indouzoura à travers le nez, directement l'estomac. Ou la nutrition par jéjunostomie ou la gastrostomie, c'est-à-dire par voie chirurgicale, on met une sonde dans l'estomac, on met l'alimentation directement. Mais arrivé à ce stade, c'est que il faudrait d'abord essayer de corriger par... Déjà, il ne faudrait pas laisser la personne arriver à ce stade. Il a comme la dénutrition jusqu'au point où vous ne pouvez pas corriger par voie orale, c'est que vous n'avez rien fait. Il ne faudrait pas arriver à la dénutrition. Et si vous avez une dénutrition, il faut la corriger rapidement par voie orale. C'est-à-dire qu'il y a plus de si vous mettez une sonde nasogastrique, ou une jéjunostomie, ou une gastrostomie, une sonde de trucs là, c'est vraiment pas joli à voir. Pardon, docteur. On termine la présentation, on laisse les questions suivantes à la fin? Oui, c'est comme vous voulez. On laisse le temps pour le... Je sais pas, c'est vous qui va la finir ou le deuxième docteur Arbé? Là, أنا اللي راح ندير دوك ندير l'équilibre alimentaire. D'accord, alors on finit et on reprend les questions par la suite. D'accord, alors on va faire l'équilibre alimentaire, ça va être rapide parce que ça va être en quelque sorte le résumé de ce qu'on a dit dans le cas. Parce que là, on a vu l'alimentation, les besoins alimentaires. Maintenant, on va essayer d'équilibrer ça de telle sorte qu'on aura une assiette équilibrée. L'équilibre nutritionnel, on parle donc, il est atteint lorsque l'alimentation couvre de façon optimale l'ensemble des besoins nutritionnels de l'organisme. Donc, il est défini comme étant un idéal vers lequel on tend à optimiser nos apports en nutriments. C'est-à-dire, on a tous les nutriments
les quantités qu'on a données tout à l'heure. Et il faudrait assurer toujours la diversité et les quantités d'aliments. Pourquoi manger équilibré? Donc, on mange équilibré pour couvrir nos besoins, pour être en forme. Il faut garder un poids stable parce que si on mange équilibré et que des quantités qu'on a données, normalement, on ne va pas avoir d'excès de poids ou là, un déficit en poids, c'est-à-dire une dénutrition. Il faut aussi se faire plaisir parce que l'alimentation reste un plaisir de la vie. Il ne faudrait pas manger juste pour manger. Il faut manger, il faut que ce soit une alimentation variée. Il faut qu'on mange pour prévenir certaines pathologies, c'est-à-dire qu'on mange les fibres, on mange les fruits, les légumes, et on mange les protéines, on mange le sucre, on mange tout. Mais il ne faudrait pas qu'on mange de telle façon à provoquer un diabète, ou là de telle façon on ne mange pas du tout, on a des constipations, on a des ballonnements. Donc tout ça fait qu'il faudrait qu'il y ait une alimentation équilibrée. Donc, manger équilibré au quotidien signifie que l'on mange de tout en quantité égale et chaque famille d'aliments a un rôle bien défini. Donc, il faudrait qu'il y ait tout dans cette assiette pour le bon fonctionnement de l'organisme. Voilà la pyramide alimentaire que vous connaissez tous. Donc, nous avons à la base les boissons, les céréales, les légumes et les fruits. Nous avons les produits laitiers, les viandes là, vous avez au sommet le sucre, les produits laitiers, les produits sucrés et les matières grasses. On va limiter la consommation. On va voir. Alors pour les féculents et les produits céréaliers, on devrait avoir ça à chaque repas. C'est une source d'amidon, c'est une source de vitamine B, c'est une source de fibres alimentaires. Je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait des fibres. Il y aurait entre 25 à 30 grammes de fibres par jour. C'est une source de protéines végétales. Des fois, on n'a pas assez de protéines animales, donc on compense ça avec des protéines végétales. Les féculents de préférence, il faut qu'ils soient le moins raffinés, donc c'est-à-dire qu'on va favoriser les féculents complets ou semi-complets. Les pâtes, le riz, les pommes de terre, la semoule, le pain, les légumes secs. Tout ça, on devrait avoir. Les légumes secs, c'est 2 fois par semaine. Le reste, on devrait avoir des féculents. On devrait avoir un bout de pain ou un peu de pommes de terre, du riz, des pâtes à chaque repas. Les fruits et les légumes, vous avez 3 portions de légumes et 2 portions de fruits chaque jour. Il faudrait essayer de respecter. Donc, les fruits nous apportent le sucre, c'est-à-dire au lieu d'aller manger des produits sucrés, ça serait bien de manger des fruits. Donc, les fruits, nous avons des fibres, nous avons les vitamines, nous avons les minéraux, nous avons le sucre. Et il y a l'eau aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a sur 1,5 litre d'eau, mais quand on mange de fruits, il y a un apport hydrique fait avec le fruit. C'est des aliments qui sont peu caloriques, donc on peut manger sans avoir peur d'avoir un excès de poids, ou là pour les malades qui ont des pathologies, par exemple, qui ont le diabète, on peut toujours manger des légumes et des fruits, mais sans trop apporter de... Donc, on peut les manger frais, crus, cuits, surgelés. En fonction de chaque personne a ses préférences. Maintenant, il y a des sujets très âgés qui sont édentés, qui ont des problèmes de déglutition, qui ont des problèmes de mastication. On peut les râper. On peut les donner à moitié cuits. Il y a l'idéal, c'est de les manger frais et crus. Il y a ce qu'on appelle en nutrition, donc les VPO, les viandes, le poisson et les œufs. C'est la principale source de protéines. Normalement, on devrait en manger 1 à 2 fois par jour. Pas tout, donc c'est fois de la viande rouge. Ce que j'ai mis en rouge le poisson et les volailles, c'est parce que ce qu'il faut privilégier. Le poisson, c'est riche en oméga 3. Les volailles aussi, c'est pas très gras.
Mais on doit manger aussi de la viande rouge, on doit manger de la viande de mouton, on va manger des œufs. Donc, jusque-là, on disait 2 à 3 œufs par semaine, mais les dernières recommandations, on peut aller jusqu'à 6 œufs par semaine. C'est-à-dire, on peut manger un œuf chaque jour. L'œuf, il est riche en vitamine B, en calcium, en protéines, mais il faut manger l'œuf complet. Chez le blanc, le jaune, non, il faut manger l'œuf entier. Il y a de l'acide folique aussi dans le jaune d'œuf. Les produits laitiers, c'est 2 fois par jour. C'est une source de calcium et de protéines. On peut manger des yaourts, on peut manger des fromages blancs, des petits suisses, du lait. De préférence, c'est des produits nature, sans sucre ajouté industriellement. Maintenant, si vous avez des personnes âgées qui ont, parce qu'avec l'âge, on a avec la tendance à vouloir manger des choses sucrées, même si quand on était jeune, on n'aimait pas beaucoup. Une fois avec l'âge, il y a avec la sensation, j'ai envie de manger quelque chose de sucré. Donc, on peut tolérer un yaourt sucré avec un fromage blanc, petit suisse, 2 fois par jour. Les matières grasses. Donc, il y a des matières grasses d'origine animale, il y a des matières grasses d'origine végétale. Ce qu'il y a à limiter, c'est tout ce qui est d'origine animale. Alors, on arrive pour le cholestérol. J'aimerais bien, je sais que vous allez me poser la question. Sachez que en matière de cholestérol, donc le fait d'avoir une hypercholestérolémie modérée à légère chez la personne âgée, c'est physiologique. Il ne faut pas s'entêter, il ne faut pas s'acharner. Ça ne sert à rien de faire des régimes restrictifs et de dire ne pas manger de cholestérol, tout ce qui est cholestérol, tout ce qui est viande, tout ce qui est gras, tout ce qu'il y a, parce qu'il y a un taux de cholestérol légèrement élevé. Non, même s'il est légèrement élevé, vous pouvez manger le plus normalement du monde. Parce que l'alimentation, elle agit très peu sur le cholestérol. L'hypercholestérolémie, il y a des processus endogènes qui font qu'il y a une élévation du cholestérol. Donc, ça ne sert à rien de donner des régimes très restrictifs par rapport au cholestérol. Ensuite, il y a des matières grasses d'origine végétale qui m'a les l'huile d'olive. Ce qu'on a, c'est l'huile d'olive beaucoup plus. C'est riche en oméga 3, c'est riche en c'est assez calorique, donc on peut l'utiliser. Les fruits oléagineux, tout ce qui est c'est bon, c'est riche en oméga 3. C'est à privilégier. Les produits sucrés, salés, gras et transformés, c'est des densités énergétiques élevées. Et sur le plan qualité nutritionnelle, c'est à limiter tout ce qui est sucre, confiture, soda, bonbons, les crèmes, les chips, les gâteaux sucrés. Je dis à limiter, je dis pas à supprimer complètement. C'est-à-dire si vous avez des personnes qui ont une personne qui prend une fois par semaine ou là, une fois par quinzaine une petite pâtisserie ou là, un bonbon ou là, un petit chocolat, il n'y a pas de mal. Ne supprimez pas tout. Docteur, vous m'entendez? Allô? Pardon? Docteur, vous m'entendez? Oui. Docteur, pardon. Là, il y a les deux intervenants qui demandent les diapos. Vous n'avez pas de présentation sur la deuxième partie? Vous ne voyez pas les diapos? Toujours Mazelhat à la première partie. Vous n'avez pas partagé. Ah, c'est... Arrêtez le bousco. Non, écoute, j'ai pas remarqué. Ça veut dire que je... Moi aussi, j'ai lu sur là, c'est le chat. Oui, je n'ai pas fait attention. Attendez, on va enlever ça. Attendez. En tout cas, docteur, vous pouvez partager à la fin le... Et là, maintenant, vous voyez. Voilà.
À la fin, Mais vous là, pouvez j'étais... mettre le fichier, le chat pour qu'il sera téléchargé par les participants. وين D'habitude, نديرو؟ on peut pas. اللي احنا دايره vous l'insérez وين كاين le chat وين كاين les commentaires. Vous le Je téléchargez. l'insère وين كاين les commentaires. Attendez. Voilà, vous le téléchargez تماك هكذاك les intervenants, ils peuvent le télécharger. يدي هذا ال- Chacun, il peut le prendre. Donc voilà, donc à la fin, le docteur, elle va vous mettre كامل les diapos, vous allez les télécharger. خلاص vers la fin, donc je termine ومن بعد. Allez, on continue. D'accord, ça a été. Merci. Désolée, j'ai pas fait attention autrement. Allez, c'est pas grave. En tout cas, à la fin, ils ont le diapo. Là, vous voulez qu'on reprenne les diapos dès le départ? Non, continue. Enfin, c'est quand vous voulez. Hein. Mais en tout Parce cas, que faites là, les télécharger. voilà. Là, les boissons, donc je termine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la principale boisson, c'est l'eau. Maintenant, vous pouvez autoriser des tisanes, vous pouvez autoriser du café noir, du thé, en fonction des goûts des uns et des autres. Mais la principale boisson conseillée, c'est l'eau. Elle assure l'hydratation, elle régule le transit en favorisant l'action des fibres. Donc, l'idéal, c'est de prendre 2 à 2,5 litres par jour. Dans 1,5 litre apporté par les boissons, le reste par l'alimentation. Je vous ai dit, il y a des tisanes, vous pouvez autoriser les jus de fruits, les jus de légumes, en fonction des goûts et des besoins des autres. Donc, la répartition des repas. Vous avez soit 3 repas par jour, c'est-à-dire sans collation, ou bien 3 repas principaux avec une collation. Chez la personne âgée, moi, je préfère qu'il y ait une collation, au moins une collation par jour. Des fois, on peut aller même à 2 collations. Mais l'idéal, c'est d'avoir une collation par jour. Donc, si vous n'avez pas de collation, c'est-à-dire vous n'avez pas donné de collation, vous avez 25% de votre ration au petit-déj, 40% au déjeuner et 35% au dîner. Maintenant, si vous avez une collation, cette collation, vous allez lui donner 10%, les 10% à vous. 5% le petit déjeuner et 5% le dîner. La collation, c'est pour surtout entre le déjeuner et le dîner parce que des fois, le laps de temps entre le déjeuner et le dîner est assez important. Donc, il faudrait rajouter une collation. Des fois, il y a aussi des personnes âgées qui dînent tôt, mais qui dorment tard. Donc, vous avez un laps de temps la nuit qui est assez long. Vous pouvez rajouter une petite collation avant de dormir. Pour qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie ou mais il faudrait essayer de garder un rythme stable et régulier pour qu'il n'y ait pas de résistance à l'insuline. Le petit déjeuner, donc vous pouvez donner ce que vous voulez au petit déjeuner. Le petit déjeuner, donc sachez que le petit déjeuner, c'est ce qui casse le jeûne nocturne. Donc vous avez toute une nuit sans manger. Après le matin au petit déjeuner, vous allez donner un. Donc, essayez de commencer toujours par un verre d'eau pour ne pas brusquer le système digestif de la personne. Ensuite, après le verre d'eau, et sachez que tout ce que vous prenez au petit déjeuner juste après le jeûne de la nuit est absorbé à 1000%. Donc, on donne une boisson, une réhydratation, on donne un produit céréalier de préférence complet. Après, vous pouvez donner un produit laitier, vous pouvez donner des protéines. L'idéal, c'est donner des œufs, un verre de lait, du fromage. Ça reste du beurre en petite quantité. C'est une matière grasse, mais qui apporte. Et puis là, je vous ai mis un peu de confiture pour les personnes qui aiment ça. Mais ne le donnez pas en premier, vous le laissez vers la fin du petit déjeuner. Et vous avez un fruit. Donc, l'idéal, c'est de ne pas donner de la confiture.
et de laisser ça au fruit. Mais si vous avez des personnes qui aiment bien la confiture le matin, vous pouvez le laisser. Le déjeuner et le dîner, donc le déjeuner et le dîner, vous avez une crudité ou un potage. Les légumes, c'est obligatoire. Soit, donc, le déjeuner, vous pouvez donner en salade, vous pouvez donner à la vapeur, vous pouvez donner en cocotte, au four. Le soir, favorisez les potages. Et là, même le soir, s'il n'y a pas de, la personne ne se plaint pas, vous pouvez donner les légumes comme vous voulez. Ensuite, vous avez une part de protéines, soit viande, soit poisson, viande blanche ou poisson. Vous avez une portion de féculents avec les légumes verts. Vous pouvez avoir un laitage plus ou moins sucré. Vous pouvez avoir une portion de fromage, un fruit cru ou cuit, l'idéal qu'il soit cru, avec de l'eau. J'insiste toujours sur l'eau parce que la personne âgée ne boit pas beaucoup. Elle n'a pas soif. Expliquez-lui que vous n'avez pas besoin d'attendre à ce que vous ayez soif pour boire parce que sinon, elle va se déshydrater. Et la personne âgée se déshydrate rapidement. C'est comme le petit enfant, le nourrissant. La collation, elle n'est pas obligatoire, mais moi, je dis qu'elle est obligatoire. Elle permet d'équilibrer les apports de la journée, donc à cause d'un déjeuner rapide ou d'un dîner trop tardif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez même donner une petite collation avant de dormir. La collation, vous pouvez utiliser un produit laitier, vous pouvez utiliser un fruit, vous pouvez utiliser des légumes. C'est ce que vous pouvez donner ce que vous voulez en collation. Là, c'est ce qui est à limiter, donc les matières grasses ajoutées, les produits trop sucrés et le sel. Là, j'insiste toujours, c'est à limiter et non pas à supprimer complètement. Alors, si j'ai quelques conseils à vous donner pour un repas équilibré, donc il faut toujours privilégier le fait maison. Diversifier son alimentation. Il ne faut pas donner toujours la même chose, il faut pas tout, même si c'est bon. Il faut évaluer les bonnes portions, préférer les fruits et les légumes frais et crus. Dans la limite du possible, si votre patient peut digérer, peut mastiquer, peut avaler, donner tout ce qui est frais. Ayez la main légère sur le sel, bien choisir ses matières grasses et les bonnes cuissons. Donc, pas trop de gras et pas trop de cuisson avec et manger dans une petite assiette, ça fait beau et ça fait appétissant. Voilà une assiette santé. Donc, vous avez la moitié, c'est des fruits et des légumes. L'autre moitié, c'est des protéines. Le quart, c'est des protéines et l'autre quart, c'est des féculents. Alors, la pomme de terre, c'est un féculent. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ce n'est pas un légume. D'accord? Ensuite, vous avez les protéines, tout ce que vous pouvez. Vous avez l'eau. Il faut toujours avoir sa boisson à côté. Et j'en ai terminé. Maintenant, j'attends vos questions. Alors, on va continuer sur les questions. On se donne un petit quart d'heure de questions pour laisser le docteur Arbé de terminer sa présentation. Comment sera l'alimentation des personnes âgées qui souffrent de maladies digestives? Alors, les maladies digestives, il y a beaucoup de maladies digestives. Si vous faites allusion aux constipations, aux ballonnements, au côlon irritable, tout ça, avec une alimentation équilibrée, normalement, vous pourrez répondre à ça. Il faut boire de l'eau. Les fruits et les légumes, il ne faut pas les prendre à la fois. Il faut prendre une petite quantité à chaque repas. Il faut éviter les ballonnements et
que généralement, les fibres, qui n'appellent certaines fibres ou certains légumes secs, ça me donne des ballonnements, donc il faut manger des petites quantités à chaque repas. Alors, la diététique du personne âgée qui a un problème de perte d'appétit. Là, il faudrait le stimuler son appétit en lui proposant des plats. شوفوا كيما تتحايلوا على ولادكم صغار كيفاه ياكلوا تتحايلوا على la personne âgée باش تاكل. Il faut toujours trouver des astuces. Personnes âgées en réanimation sans nasogastrique, ça c'est le réanimateur. Alors si on a mis une sonde nasogastrique, vous allez mettre tout ce qui est liquide. Vous allez mixer كلش, vous allez mettre كلش en liquide. Les fruits en jus, les légumes en jus, en soupe, les protéines aussi dans les soupes. Si la personne âgée souffre d'un trouble de la déglutition, si elle souffre d'un trouble de la déglutition, il faut trouver l'aliment qu'il faut. Alors, les troubles de la déglutition, normalement, dans les pays qui font beaucoup de... c'est des orthophonistes qui font des tests, il y a des tests à faire pour savoir qu'est-ce qu'il faut donner à une personne qui fait des troubles de la déglutition. Est-ce qu'il faut donner du liquide, du semi-liquide, Là, chez nous, on n'a pas ça. Nos orthophonistes ne savent pas faire ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait, on essaie, on prend à la cuillère, on donne de petites quantités à la petite cuillère et on voit, on surveille. Mais sachez que qui dit trouble de la déglutition ne veut pas dire alimentation liquide à 100%. Au contraire, il faut donner une alimentation semi-liquide parce que le liquide, il y a des fausses routes rapidement. Comment pouvez-nous aider une personne avec un AVC à prendre l'alimentation, à trouver l'appétit? L'AVC, c'est un trouble de la déglutition, donc il faut aller progressivement. Commencer par ce qui est semi-liquide, parce qu'il y a ensuite des purées, des soupes assez épaisses, et il y a la reprise progressive. Alors, s'il vous plaît, docteur, conseillez pour la personne âgée quand il maigrit, quand il ne mange pas, quand il ne discute pas, quand il s'isole, tout ça, c'est des signes inquiétants. Pour confirmer une sarcopénie, il faut faire contact test de InBody. شوفوا la sarcopénie مسحوا لها InBody لا والو. Alors la sarcopénie déjà بعينك تشوف بليك le malade il a perdu des muscles بقات فيه غير الجلده. Ensuite, il y a le test à la chaise. La personne âgée sur une chaise, vous lui demandez de se lever, il sur le thorax, il se lève. Vous voyez, il arrive à se lever rapidement. Normalement, en 15 secondes, il doit faire au moins 15 assez et debout. S'il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a une sarcopénie. Et puis, s'il arrive vous pouvez lui donner des petits poids. S'il arrive à les tenir, s'il n'arrive pas, c'est qu'il n'a pas de muscle. Le diapo de la première présentation. Le diapo ne change plus. Les diapos ne changent plus. Non, ils ne vont pas changer. Qu'est-ce que ça veut dire, mais elles ne vont pas changer. On n'a pas de... Là, ça y est, la diapo, on l'a. Diapo. Ça y est, on a. Alors, diététique chez les patients sous insuline Novomix. Alors, sous insuline, il faut qu'ils mangent avant son insuline. Ça reste les mêmes recommandations que j'ai vues. Vous allez supprimer tout ce qui est trop très sucré. Vous allez favoriser les glucides complexes, c'est-à-dire tout ce qui est aliments complets, les fruits et légumes. Les fruits, il a droit à ces fruits, un fruit à midi, un fruit le soir. Les légumes, le matin et le soir. Et il faut qu'il mange. Quand il fait son insuline, il faut qu'il mange. Si vous avez peur qu'il ne mange pas, ne lui faites pas son insuline, laissez-le manger
et vous lui faites son insuline après le manger. بعتيه في الإيميل إذا ممكن. La répartition chez un enfant diabétique. C'est une autre présentation. Un enfant, déjà enfant et diabétique. C'est deux présentations à la fois. On fera ça une autre fois, Inch'Allah. Si vous voulez que je vous fasse la je vous le fais. Est-ce que les infusions de thé sont autorisées? Oui. Notre conseil, bien mastiquer les aliments. Oui, c'est là une assiette de santé. C'est quoi? Une assiette de santé, c'est l'assiette que je vous ai montré tout à l'heure. La moitié, c'est fruits et légumes, le quart, c'est protéines, le quart, c'est féculents. Envoyez-nous, d'accord? On va vous envoyer. Merci, tu peux me laisser dire oui. Alors, on montre pour une personne âgée hypertendue un régime épisodé large 5 grammes de sel par jour. Donc, 5 grammes de sel, oui, 5 grammes. 3 à 4 grammes, c'est prise en charge des personnes âgées en psychiatrie. C'est pas grave. Que faire avec un refus d'alimentation avec l'Alzheimer et parfois des troubles? Alors, avec l'Alzheimer, moi, personnellement, j'ai une expérience personnelle avec l'Alzheimer. Le refus on avait Allah yarhamou, le beau-père, il avait une maladie d'Alzheimer et il s'est arrêté, il avait refusé de manger pendant une semaine. On lui donnait à manger à la petite cuillère et à la seringue. On donnait des bouillons, on donnait des jus, on donnait de l'eau. On a fini par le stimuler. Alors, au bout d'une semaine, il a repris l'alimentation, mais il faudrait le faire manger parce qu'il ne va pas manger seul. Il faudrait que vous lui donniez vous-même à manger. Parfois, trouble de la déglutition, même s'il a des troubles de la déglutition, il faut l'asseoir. Il faut le faire asseoir, cadir bien. Vous donnez en petite quantité, soit à la seringue, soit à la cuillère au café. Gel épaississant. Alors, les compléments alimentaires à base de protéines pour l'alimentation nasogastrique. Si vous parlez du Fortimel ou là, c'est autorisé, vous pouvez. Mais ce qui se vend à gauche et à droite, moi, je ne connais pas. Je préfère ne pas en parler. L'alimentation indiquée pour la jejunectomie d'alimentation. L'alimentation pour la jejunectomie d'alimentation, c'est une alimentation liquide. C'est-à-dire, c'est une sonde, vous allez donner tout ce qui passe par la sonde. Est-ce qu'on peut lui donner des compléments alimentaires de façon systématique, une fois par an? Oui, ça, les compléments alimentaires, c'est quoi? Les vitamines peuvent être des compléments alimentaires, le Fortimel, c'est un complément alimentaire, le Cétornon, c'est un complément alimentaire, la vitamine D, c'est un complément alimentaire. Vous donnez en fonction de ce qui manque. عندهم البروستات شامل لهم ماكله ياكلوا كلش il n'y a pas d'aliment spécial prostate. Bon, ça dépend ce que vous appelez prostate maintenant, si c'est un adénome, il n'y a pas d'alimentation en particulier. Si c'est une néoplasie, c'est un cancer, critère de sévérité de dénutrition, ça aussi c'est un cours à part. Le critère de sévérité de dénutrition, c'est qu'il y a une perte de plus de 15% de le poids initial chez la personne avec une hypoalbuminémie, une sarcopénie, c'est ça. Vite, c'est qu'elle vous attend pour une présentation à propos de l'insuffisance rénale. Promis, contactez-moi, je vous fais l'insuffisance rénale. Mais qu'est-ce que je me avec plaisir, moi aussi, ça me ferait plaisir. Le sang est faible. C'est moi qui suis faible. Voilà, c'est une chute. Alors, des nouvelles recommandations sur le diabète type 1 côté nutritionnel pour la prochaine fois, Inch'Allah. Des aliments qui sont absorbés au niveau du jejunum. C'est tout. Vos coordonnées, on n'a pas noté. Mes coordonnées, donc je vais vous les donner. Ouais. Alors, docteur, un fichier majuscule. Voilà. Je vais vous donner mes coordonnées et je termine. Gmail.
Attends. Et je vous donne aussi mon numéro de téléphone. 6 70 52 ah, 06 70 19 52 16. Alors, là, c'est mon numéro de téléphone. 06 70 19 52 16. Et c'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir. Là, maintenant, je cède la parole à Dr. Harbi pour vous faire le nutrition dans les maladies de générale. À vous la parole. Et le place, c'est ce qu'on a arrêté. Alors, on va ça. Sylvie sur qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. Après, il y a Dr. Harbi qui va faire la suite. Le chat, نديرو لهم لا ديابوزي ليكيليبر هنايا فيشي Oui, une présentation. Voilà. C'est un déroulement. Ok. Bon. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Donc,
Bonjour, donc je suis honorée et ravie de vous présenter nutrition et maladies neurodégénératives. C'est le sujet âgé. Comme vous le savez, les maladies neurodégénératives sont des maladies qui regroupent des pathologies liées à un dysfonctionnement du système nerveux conduisant à la destruction progressive des neurones, du cerveau et de la moelle épinière. Les pathologies neurodégénératives sont nombreuses. Elles ont pour conséquence une atteinte des fonctions psychiques, des anomalies motrices ou bien l'association des deux. Quelles pourraient être les causes? Plusieurs causes sont incriminées, des causes génétiques, infectieuses, environnementales, les produits chimiques, les facteurs de risque cardiovasculaire, ça peut être aussi idiopathique. Ce qui est certain, c'est que le stress oxydatif joue un très grand rôle. Qu'est-ce qui se passe? Les maladies neurodégénératives dans les personnes de 60 ans et plus, et avec le vieillissement de la population, cette prévalence risque de croître dans les années à venir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux principales. On ne va pas tout faire, mais on s'intéressera à la prévention et à l'alimentation des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et comme vous le voyez, représente 70% des maladies neurodégénératives âgées, et puis de la maladie de Parkinson. Bien sûr, le cerveau que vous connaissez tous, nous devons avoir pour ce cours deux notions principales. Que concernant la maladie d'Alzheimer, il s'agira de dépôts amyloïdes au niveau du cerveau, principalement le comportement. Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, ce sera plutôt un défaut de transmission par neurotransmetteurs. Quels sont les éléments nutritifs qui jouent un rôle? Eh bien, ce sont les macronutriments, les micronutriments et les oligoéléments émettés. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, je sais.
Docteur Herbi, on n'entend rien, on voit rien. Est-ce que vous êtes là? Docteur? Vous en quittez. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Docteur, allô? Est-ce que Vous êtes là? est-ce que vous Très mal. Allô, allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends, mais très, très mal, hein, par rapport à avant. Comment on fait? Agda, vous m'entendez? Ça va, moyennement, ça va. On reprend. Voilà, on reprend, s'il vous plaît. Donc, on va reprendre. Donc, le cerveau aura besoin de macronutriments. Comme vous l'avez expliqué, docteur Igolalen, le principal reste les glucides. C'est le macronutriment qui est le seul élément capable de traverser la barrière
hémato-encéphalique. Le glucose est converti en énergie sous la forme d'adénosine triphosphate par les mitochondries et sera utilisé directement. Les macronutriments que sont les lipides, elle vous a parlé des avantages donc des acides gras polyinsaturés qui sont bénéfiques pour le fonctionnement neuronal. Et parmi les organes les plus riches en lipides dans notre corps, le cerveau arrive en deuxième position après le tissu adipeux. Sa teneur représente 30 à 50% du poids sec du cerveau et il assure 3 fonctions biologiques de base. Il est source d'énergie. Enfin, les lipides assurent 3 fonctions biologiques de base. Elles sont source d'énergie. Ils sont source d'énergie. Ce sont des composants des membranes cellulaires et sont à la base de formation de seconds messagers. Les preuves actuelles semblent indiquer que les effets bénéfiques des acides gras polyinsaturés oméga 3 sont liés à un apport en DHA pour prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer et de limiter la progression du déclin cognitif. Vous avez vu tout à l'heure les aliments riches en acides gras polyinsaturés, je ne vais pas vous refaire. Les poissons sont en première position, notamment la sardine. Pour l'information, même les sardines en boîte. Les micronutriments dans le cerveau jouent un rôle de cofacteur permettant à de nombreuses enzymes de fonctionner. Pour renforcer les défenses contre le stress oxydant, l'alimentation doit être également riche donc, de ces composants qui sont placés dans la catégorie des micronutriments. En premier lieu, ce sont les vitamines. La vitamine A qui regroupe plusieurs vitamines. Nous, on dit vitamine A, mais c'est le rétinol, le rétinal, les esters de rétinyle, l'acide rétinoïque. Leur diminution dans l'organisme a été incriminée dans la pathogénèse des pathologies neurodégénératives, mais leur rôle antioxydant est très important, surtout dans la prévention. Où est-ce qu'on va les trouver? Eh bien, on va les retrouver généralement dans tout ce qui est gras, l'huile, le foie, le beurre, mais aussi dans les origines végétales, la patate douce cuite, le jus de carotte, les carottes cuites et les épinards cuits. La vitamine B, vous m'entendez? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? D'accord. Ah, très bien, il suit. Donc, les vitamines, le groupe des vitamines B, on a en première position la vitamine B1 ou la thiamine qui a une activité au niveau cérébral et intervient dans la transmission de l'influx nerveux. Rappelez-vous, tout ce qui est transmission, c'est acétylcholine et on l'a vu tout à l'heure, c'est le primo movens de la maladie de Parkinson. Où est-ce qu'on va retrouver ce groupe de vitamines? Eh bien, quand on s'intéresse à la nutrition, on nous met une liste d'aliments riches en vitamine B. Mais voyez-vous, les poissons et les graines de tournesol sont aussi riches en vitamine B1. Pour ce qui est de la vitamine B3, ou appelée aussi la niacine, elle présente un intérêt au niveau cérébral car elle va intervenir dans la transformation de certains acides aminés, précurseurs de neurotransmetteurs tels que la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Cependant, il faut savoir que les taux de noradrénaline, qui est un métabolite issu de la niacine, vont avoir tendance à diminuer avec l'âge et la détérioration associée du métabolisme de la niacine va favoriser l'apparition de maladies métaboliques, de maladies neurodégénératives et de cancers. Alors, où est-ce qu'on va retrouver cette vitamine B? Dans le thon, qui soit cru dans les foies de veau, d'agneau, mais aussi, regardez bien, la levure de boulanger. C'est ça qu'on nous dit « Koulou khobz mkhammer ».
l'homocystéine, les vitamines B6, B9 et B12 sont un complexe vitaminique essentiel qui est impliqué dans la biosynthèse des protéines dans les réactions cellulaires de méthylation de l'ADN, des lipides, de certains biofacteurs et vont rentrer dans des cascades de réactions qui vont, comme inscrit plus haut, vont être impliqués dans la synthèse protéique. Où est-ce qu'on va les trouver? Dans le foie de dinde, foie de poulet, mais aussi dans le son de riz, dans la menthe, na'na, dans les épices, dans l'ail, dans les pistaches. Donc, il y a intérêt à consommer, à introduire ces éléments dans notre alimentation. La principale source de vitamine, donc B6, je viens de le dire, mais aussi la vitamine B9, où on va trouver aussi dans des aliments tels que le foie de poulet, de veau, de dinde, le jaune d'œuf, qui en est riche, mais aussi l'origine végétale, la levure de boulanger, les épinards, les asperges, les noix. La vitamine B12, elle, c'est plutôt l'origine animale qui est prépondérante, hein, le foie, les œufs de poisson, mais aussi dans les levures alimentaires. Un autre élément très important, c'est la vitamine C, que le cerveau consomme en grande quantité. Les concentrations cérébrales de vitamine C sont élevées, y compris si les réserves du corps sont épuisées. Le cerveau a son propre niveau de réserve. Et cette vitamine C a un rôle neuroprotecteur qui repose sur le piégeage général des radicaux libres, mais aussi sur la réduction de l'expression des gènes pro-inflammatoires. Où est-ce qu'on va retrouver cette vitamine C? Bien, dans les fruits, les légumes. Pour ce qui est de la vitamine D, c'est une hormone stéroïde possédant de multiples effets au niveau cérébral qu'on va retrouver aussi. Vous voyez, hein, les poissons sont quand même très fournisseurs entre guillemets de vitamine D, mais aussi dans les matières grasses végétales, le beurre notamment, ou les huiles. La vitamine E est un principal antioxydant dans le cerveau. On va la retrouver donc dans les œufs, le beurre et les différentes huiles, que ce soit le tournesol ou de germe de blé. Alors, il est vraiment conseillé de diversifier les huiles, c'est-à-dire quand on fait des mayonnaises, quand on fait des vinaigrettes, il faut toujours diversifier les huiles. D'autres éléments principaux sont les éléments et les métaux. Le sélénium, qui joue un rôle dans la régulation de l'inflammation cérébrale. On ne le sait pas, mais on le retrouve aussi dans les poissons, notamment le thon, dans les œufs, dans la sardine. Le zinc, qui est le principal concurrent du cuivre dans notre organisme. Chacun imite l'absorption intestinale de l'autre. Est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver dans les fruits de mer, mais aussi dans les graines de pavot, les levures alimentaires, le champ de blé, le khala. C'est ce qui reste, qui vous dit la peau, le champ de blé qui est très riche déjà en fibres, mais aussi en zinc. Le cuivre est le troisième élément le plus abondant dans l'organisme. Il est nécessaire au développement du système nerveux et ces perturbations vont entraîner des maladies neurodégénératives. Et puis, certaines données montrent qu'il inhibe la production de petits amyloïdes. Rappelez-vous, c'est ce qui est à l'origine des maladies comme la maladie de l'Alzheimer. Il intervient aussi dans la lutte contre le stress oxydant. Où est-ce qu'on va retrouver le cuivre? On en consomme, on ne fait pas attention. Il y a dans les foies, le kebda, le foie de veau, d'animaux, et aussi, regardez, on le retrouve dans le cacao, dans les pains multicéréales et dans les noisettes. L'aluminium est l'un des métaux les plus abondants dans l'environnement. Une fois absorbé, il va se fixer majoritairement à la transférine plasmatique
avec le citrate afin de traverser la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le cerveau. Mais il faut faire attention, son transport dans ce dernier cas permet de comprendre son implication dans une variété de troubles neurologiques. Le mécanisme de la toxicité reste encore inconnu. Où est-ce qu'on va retrouver l'aluminium? Il est retrouvé dans les crustacés et les mollusques, mais aussi dans certaines origines végétales, à faible teneur, certes, mais il reste quand même présent. D'autres nutriments sont potentiellement impliqués. Les polyphénols qu'on retrouve dans les plantes peuvent être regroupés en deux groupes, flavonoïdes et non flavonoïdes. La curcumine, principalement dans le curcuma, qui a un pouvoir antioxydant et dans la prévention de la neurotoxicité. Le fameux curcum qu'on prend à jeun le matin, c'est connu chez ceux qui s'intéressent à la diététique. Les catéchines sont des composés bioactifs qui possèdent un effet antioxydant et anti-inflammatoire. On les retrouve principalement dans les thés, le thé vert japonais par exemple. La caféine, c'est la substance psychoactive la plus connue dans le monde. Elle est retrouvée principalement dans le café, mais aussi dans le thé, le chocolat, le cacao, le coca aussi. Et elle a un principal effet antioxydant et anti-inflammatoire. En pratique, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, qu'il faut diversifier son alimentation dans le cadre de la prévention des maladies neurodégénératives. Bien sûr, le régime méditerranéen en premier lieu. Les lipides, vous avez vu ça avec Hugo Bladen. Nous, en matière de pathologie neurodégénérative, on a parlé des atteintes des fonctions psychiques et des anomalies motrices. Donc, il faut faire attention aux troubles de la déglutition. Il faut reconnaître les signes d'alerte. Il faut les connaître. Quand un malade commence à tousser, quand il n'arrive pas à avaler, quand il vous demande, vous pose la question, est-ce qu'il faut prendre de l'eau en mangeant, quand il a changé ses habitudes alimentaires, quand il a perdu du poids, quand il a des raclements de la gorge, quand il a une modification de la quand il a des larmoiements, là, il faut s'interroger. Est-ce que mon malade est arrivé à un stade de trouble d'anomalie motrice? Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les troubles d'alimentation concernent quand même de nombreux patients. Il faut revoir la diététique. Il faut fractionner et enrichir les repas. Bien sûr, on peut avoir recours à des compléments alimentaires. Donc, vous l'aurez compris, la santé du cerveau se construit tout au long de la vie. Chez l'enfant, la vitamine B9 participe à la formation du tube neural. Chez l'adolescent, les acides gras polyinsaturés vont être indispensables à la mémorisation et à l'apprentissage. Et chez l'adulte, les oméga 3 et 6, ainsi que l'EPA et le DHA, favorisent le maintien d'un bon système cardiovasculaire et cérébral. Enfin, chez les seniors, les oméga 3 et la vitamine A jouent un rôle protecteur sur les cellules du cerveau. Je ne pouvais pas finir ce cours sans vous montrer une manœuvre d'urgence, la manœuvre de Heimlich. Quand le patient commence à tousser, on le laisse en mangeant, je précise, quand il prend son repas et commence à tousser, la toux est un réflexe de survie. Donc, on laisse le patient tousser, la personne âgée tousser. Ça va l'aider. Mais si on voit qu'il y a une sensation d'étouffement, si le personnage commence à s'étouffer, là, il faut se placer derrière et serrer le point d'une main avec l'autre et exercer une traction vers l'arrière et vers le haut. Cela permet d'éviter les fausses routes. En conclusion, vous l'aurez compris, il faut savoir ce que nous mangeons. Cela nous aidera à savoir comment ça va finir. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur. Donc, on va procéder à 10 minutes de questions-réponses, de débat.
Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, vous l'écrivez le chat, s'il vous plaît. Alors, maintenant, les bientôt sur l'email. On va essayer de vous préparer la question, de bien la reformuler dans un format qui pourrait être mieux compréhensible. C'est moi qui vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions pour votre attention. Dr. Iguodala n'est pas la même. Et bien sûr, sans oublier professeur Benarada, chef du service de médecine interne de l'UIBA de Genève. S'il vous plaît, docteur, vous pouvez mettre les diapos sur le chat, comme ça ils pourront les télécharger. Et même celle de docteur Egoulana. Bon. Super. Alors, pour les Je vous entends très mal, docteur. Allô? Ok, apparemment, il n'y a pas de questions. Je me redonne la docteur Iguodala pour clôturer la Bon, j'espère qu'on a été à la hauteur et on vous remercie. Recording stopped. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver dans une autre formation, Inch'Allah. Bon, pardon. PSP other. PSP other. Voilà.
ورجع من هون مسكين عيان قد ذكرى يعوشها